Vous allez le manger plus loin. Niolo, il y a actuellement au moins encore 4 bergers qui travaillent traditionnellement et qui transhument donc avec leur troupeau. Ils partent où ils regagnent, ça dépend dans quel sens on parle. Ils commencent à transhumer au mois de juin. Ils montent donc vers la... Alors là, sous nous, regardez, à gauche, il y a un pont. Vous l'avez vu à gauche, le pont génois? Un joli petit pont. Donc à partir du mois de mai ou de juin, les bergers qui transhument encore quittent les régions des plaines et ils vont grimper vers les plateaux, vers les endroits plus verts, plus froids. Et donc les bergers, quand ils partaient sur leur lieu où ils allaient transhumer, par exemple en été, et on va passer dans la Scala à côté d'un endroit comme ça, eh bien ils s'installaient pour une longue durée et ils faisaient également leur jardin. Ils avaient à côté de leur bergerie les fours pour faire le pain et ils mettaient à profit leur long séjour pour planter donc dans le jardin les légumes, les patates et les choses comme ça qui leur étaient donc nécessaires pendant le temps de leur transhumance. Alors, avant de partir, évidemment, on va tondre les bêtes. Et là aussi, il était de coutume à ces époques où donc les villages étaient remplis de monde et où la vie communautaire était importante et plus qu'importante, essentielle, eh bien, on appelait à l'aide ce qu'on appelle en Corse, on sonnait l'aiuto. Donc on appelait à l'aide tout le voisinage et on faisait donc ensemble, en commun, la tonte des brebis. Alors très tôt le matin, les femmes étaient debout, avaient chauffé les fours pour préparer les repas. Et puis les hommes s'affairaient autour des bêtes, les tenaient, les enfants ramassaient la laine tondue et la fourraient dans des sacs, et la tonte se faisait donc communautairement. De même que lorsqu'on montait des murets ou qu'on terrassait dans la commune, ou même parfois pour ses propres besoins, on faisait appel souvent à la communauté et c'était en quelque sorte donnant-donnant. Mais pour éviter de s'éterniser sur des travaux lourds et pénibles, les gens avaient donc une solidarité importante. Alors, cette solidarité, elle se marquait bien sûr dans les travaux, mais bon, elle était aussi, c'était aussi l'occasion de se réunir et de faire des fêtes ou de faire de la musique. Et il y a ici dans le Niolo donc cette grande foire
de la Santa, de la Santa Regina, le 8 septembre, et tous les gens autrefois venaient des alentours pour... c'était une grande foire au bétail, et on présentait donc les troupeaux principalement. Et aujourd'hui, ben, il existe toujours cette foire, elle a un caractère moins rural, elle est beaucoup tournée vers l'artisanat, on y vend un petit peu de tout, mais il y a encore un peu des paysans qui présentent des bêtes, des chevaux, des moutons s'ils veulent les vendre, et puis tout l'artisanat corse qui est représenté, et également bien sûr tous les vendeurs de produits tels que la farine de châtaigne, fromage, etc. Et ça n'est pas que spécifique à cette foire du Niolo. Il existe tout un calendrier de ces grandes foires artisanales où prennent part donc les artisans et les producteurs de Corse. Il y a la foire de l'olivier que j'ai évoquée hier à Montemaggiore en juillet. Il y a la foire au vin à Louri également début juillet. Et puis à la foire à la châtaigne le 8 décembre, c'est la dernière de l'année. Elle a lieu au-dessus d'Ajaccio à Boccognano. Donc ce sont des foires à thème. Et le meilleur produit reçoit donc un prix ou on lui décerne une médaille. Et alors ici dans le Niolo, bien évidemment, sont ravivées les traditions des chants, puisque je vous le dis, exceptionnellement il y a encore ici 4 bergers qui transhument traditionnellement, alors que bon, il existe pas mal de bergers, c'est quand même une activité qui est encore bien court ici sur l'île, mais pour transhumer de façon comme ça aussi traditionnelle, eh bien il n'y en a plus beaucoup, mais ici dans le Niolo, donc encore 4 bergers ont des troupeaux d'une centaine de têtes et ils transhument. Alors si vous regardez là en direction de la montagne, vous voyez les pointes à gauche. Regardez vers la gauche, en haut, il y a une partie de la montagne qui est dans le soleil, puis à côté on voit une pointe dentelée, c'est la Paglia Orba, et puis dans les nuages, il y a la Punta Minuta, et à côté il y a le Monte Cinto. Il est là, il est derrière nous. C'est ici qu'il se trouve, encadrant donc cette région qui s'appelle le Niolo. De la montagne, vous voyez les pointes à gauche. Regardez vers la gauche, en haut, il y a une partie de la montagne qui est dans le soleil, puis à côté on voit une pointe dentelée, c'est la Paglia Orba, et puis dans les nuages, il y a la Punta Minuta, et à côté il y a le Monte Cinto. Il est là, il est derrière nous. C'est ici qu'il se trouve, encadrant donc cette région qui s'appelle le Niolo. Donc lors de cette foire qui a lieu ici, près de Calacucci, exactement à Casamacciole, eh bien les bergers entonnent encore gaillardement les pagielles, c'est-à-dire ces chants. Alors tout à l'heure vous parliez donc
Enfin, on a vu... là, on voit très bien, hein, quand vous regardez le paysage sur la gauche, on voit entre les murets, on voit passer à la verticale un espace de couloir. Et bien, dans tous ces jardins qui étaient encadrés, où les gens avaient donc soit des châtaigneraies, soit des champs, c'était les passages des troupeaux, quand ils rentraient justement de leur transhumance. Et maintenant, on va bientôt voir le barrage. Le barrage à votre droite. Donc, lors de cette foire qui a lieu ici, près de Calacuch, exactement à Casamacciole, eh bien, les bergers entonnent encore gaillardement les pagiels, c'est-à-dire ces chants où ils se répondent et où ils improvisent sur un mode très traditionnel qu'ils respectent. Il va devoir franchir un mur de plus de 400 mètres à Reguina. Depuis donc la formation de ce massif, peu à peu le rouleau creuse depuis le plissement alpin son lit à travers le granit. C'est ici du granit aussi. Pour Corse, les premiers nationalistes décident donc de placer la Corse sous la protection de la Vierge Marie, et le premier drapeau, c'est un drapeau où on voit la Vierge. Et puis en 1755, lorsque Paoli est président donc de l'Assemblée de Corse, qui siège à Corté, là où nous allons, qui est donc en quelque sorte la capitale de cette nation corse qui a tenu le coup pendant 15 ans, au XVIIIe siècle, il va se souvenir d'un épisode de l'histoire de la Corse. Et là, il y a le fort de Vivario, qui était autrefois destiné à maintenir en captivité à l'époque où donc Louis XV a colonisé. Là, il était sur la droite, là, sur le monticule, il y avait une ruine carrée, c'est le fort de Vivario, et il servait donc à tenir en captivité tous les résistants, les nationalistes corses.